Bien, bonjour à tous. Madame la députée, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis de la rivière, des rivières. Je vais vous faire en 15 minutes, si possible, une présentation qui touche à peu près un siècle en fait, de l'histoire de l'air. Donc, ce qu'il faut dire en introduction, c'est que l'intérêt qui est porté à cette rivière et la médiatisation depuis une trentaine d'années est inversement proportionnel à son débit. On pourrait dire la même chose par rapport aux sommes qui ont été engagées des deux côtés de la frontière, ce qui est souvent une remarque qu'on nous fait. C'est beaucoup d'argent pour très peu d'eau finalement, mais on va voir pourquoi ce cours d'eau est particulièrement intéressant. Je commence en 1932 pour ce qui est considéré à l'époque comme un progrès décisif, par en tout cas la majorité de la population, c'est la canalisation du côté suisse. Un gain par rapport aux terres agricoles principalement. Par une minorité de personnes, c'est déjà considéré comme un acte barbare contre la nature, notamment par Robert Renard, qui est un naturaliste que vous connaissez peut-être, la région genevoise. Donc l'air, à ce moment-là, il ressemble à ça, du côté suisse. Un canal avec un parement en béton, donc effectivement une dégradation de la biodiversité qui est absolument considérable. Pendant des décennies, ce sera ça. Avec plus récemment ceci. Puis entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, le politique, et vous en êtes la preuve encore aujourd'hui, s'est approprié la renaturation des cours d'eau et le thème de l'eau ces dernières décennies. En fait, Robert Kramer est arrivé en 1997 à Genève en tant que conseiller d'État, puis c'est lui qui a démarré finalement le programme de renaturation avec succès, avec des moyens financiers aussi, mais avec succès. Et ça a été un des fleurons de la renaturation en Suisse, on peut le dire. Et puis on va évoquer brièvement certaines étapes. Heureusement, ça a duré, puisqu'il y a d'autres politiciens sur ces photos. Je ne vais pas tous les citer. D'ailleurs, j'en serais incapable. Le fer de lance, la renaturation de l'air, il est bien résumé par cette photo. Il y a une vingtaine d'années, le village de Lully, il y a des dizaines d'habitations qui sont retrouvées les caves dans l'eau et les pieds dans l'eau. Il n'y a pas eu de mortalité chez les humains, mais ça a failli. Ça a été vraiment un épisode extrêmement traumatisant. Il y a eu des constructions évidemment en zone d'inondation qui n'auraient pas dû se trouver là. Et puis il y a surtout eu une modification du bassin versant avec une étanchéification comme partout liée à l'urbanisation, aux routes, etc., etc. Donc des crues de plus en plus fréquentes. Ça, on le savait avant l'épisode dramatique de Lully. Des crues de plus en plus fréquentes. Des multiples endiguements évidemment qui ont encore accéléré le transit de l'eau. Évidemment une qualité d'eau problématique depuis déjà des décennies. Et puis, paradoxalement, très peu d'eau en été. Ça, c'est historique, c'est pour des raisons naturelles et géologiques. Donc l'air, c'est le type d'étiage, le type de photo, mais ça, encore une fois, ça s'est aggravé avec la main de l'homme. Ça s'est aggravé parce que... Pour faire simple, on peut dire que c'est une rivière qui a subi absolument toutes les avanies que l'être humain peut infliger en cours d'eau. C'était un cas d'école, l'air. Ça l'est toujours. Ici, vous avez le rejet de la station d'épuration de Saint-Julien il y a quelques décennies. Station qui n'a pas fonctionné pendant très, très, très longtemps. On peut dire que les autorités de l'époque ne considéraient pas, on va dire, la renaturation de l'air comme leur priorité à ce moment-là. Ils ne sont pas là pour entendre ce que je dis, donc c'est plus simple. Mais il y avait vraiment un problème de dégradation. C'était une rivière exemplaire, en fait. On emmenait, moi, j'ai fait les premiers prélèvements dans cette rivière en tant qu'étudiant en biologie il y a 40 ans. Tout le monde allait au bord de l'air. C'était l'exemple de la dégradation ultime. Elle avait tout subi. Canalisation, assèchement, etc., pollution domestique, pollution agricole, etc., etc. On verra brièvement à la fin de cet exposé où on en est maintenant. Il y a aussi des dizaines d'ingénieurs qui ont visité ça. Nous, on organisait des stages pour les ingénieurs français pour venir visiter l'air avant qu'elle soit renaturée comme exemple de rivière dégradée. Et puis en 2000, là je prends un raccourci fulgurant, mais en 2000, il y a un concours qui est lancé par l'État de Genève dans le cadre du programme de renaturation
pour renaturer ce cours d'eau sur l'ensemble en fait du tronçon suisse. L'originalité, c'est que c'est organisé sous forme d'un concours avec des groupements pluridisciplinaires. Donc un ingénieur, des hydrauliciens, des biologistes, architectes, et tous ces gens vont élaborer des avant-projets sous forme de concours. Ils reçoivent une certaine somme. Pendant un an, ils vont travailler. Et puis après, il y a un jury et il y aura un lauréat. Donc c'est la première fois, à ma connaissance, que ce type de renaturation sous cette forme-là était réalisé. Quels étaient les buts de ce projet de renaturation? Marier les intérêts de l'homme, de la nature, de la protection contre les crues. On dirait un programme politique. Et en 3 mots, social, environnement, économie. À ce stade de l'exposé, j'ai souvent pour habitude de dire que les mariages, ça finit souvent mal. Mais voilà, vous allez voir la suite. Donc le lauréat, il est là, sous forme très schématique. C'est le groupement superposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le groupement qui a gagné, il a la chose qu'il distinguait vraiment et qui a fait que Gilles Musauser, que je salue ici présent, qui représente l'État de Genève, et moi-même, qui étions dans le jury, on a trouvé que cette séparation entre l'ancien canal qui est ici, ce trait qui va être transformé en promenade publique, évidemment, et la future rivière renaturée qui est symbolisée par ce chevelu ici, cette séparation, où en fait on a de larges poches qui sont vraiment préservées de la fréquentation du public et qui donnent beaucoup d'espace à la nature, avec une future zone alluviale, c'était le meilleur concept de tous les candidats qui ont déposé un projet. Donc c'est ce projet-là qui a gagné, alors quelques chiffres, 50 millions de francs suisses à peu près, j'ai plus le chiffre final, je ne l'ai pas, des objectifs biologiques précis, 4,5 km, 100 à 200 mètres de large, donc c'est considérable, et puis surtout une emprise sur les terrains agricoles de plus de 20 hectares, c'était bien plus au début du projet. Donc on a transformé de la zone agricole intensive de très faible valeur, aussi bien paysagère que biologique, en une zone alluviale, en un espace de liberté pour les cours d'eau. Donc c'est essentiellement ça, je dirais, le gain du projet. Et ça, c'est grâce aux politiciens qui étaient en présence à l'époque, aux membres de l'administration qui ont su négocier avec, et aux agriculteurs qui ont accepté. Ils ont eu des dédommagements, ces agriculteurs, c'est évident. Pas seulement sous forme financière, il y a eu de longues négociations. Mais ça, c'est ce qui fait que ce projet a pu être aussi ambitieux. C'est un projet en 4 étapes. Je ne vais pas revenir là-dessus. La 4e étape est quasiment finie, ou elle est terminée. Donc, vous la connaissez, je pense, certains d'entre vous. Qu'en est-il au niveau des résultats? Ici, pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, vous avez la rivière renaturée, toute cette partie-là, espace de liberté, zone alluviale, etc. À la gauche, toujours cette plaine agricole désolante, en tout cas pour les biologistes, qui nous vaut une superbe collaboration transfrontalière en matière de pesticides, pour les amener donc, pas pour les enlever. Et puis le canal ici, qui a été recyclé, en fait, réaménagé en faveur, avec une magnifique une promenade qui a un gain social évident en matière de fréquentation, d'usage, etc. Quelques images. Donc, du point de vue biologique, c'est un résultat incontestable. On verra après les critiques qu'il peut y avoir sur ce projet, mais du point de vue écologique, il y a un gain considérable qui est fait. Rien que les photos parlent d'elles-mêmes, c'est un gain non seulement en termes de social, mais un gain en termes de paysage et de biodiversité, principalement terrestre. Avec ce genre d'image, c'est sûr que c'est quand même plus attractif que le canal en béton. Avec une reconstitution des réseaux biologiques, vous voyez que le pont qui a été reconstruit aussi, ça fait partie du projet. On a des réseaux, des corridors biologiques qui ont été recréés, qui sont extrêmement importants et qui ont permis d'ailleurs une recolonisation par certaines espèces. Dans ce projet, il y avait des espèces qui étaient clairement identifiées et des milieux dans le cahier des charges. Ça aussi, c'est nouveau. C'est pour la première fois dans un projet de renaturation, on a dit, voilà, on veut du castor, on veut de la truite. Voilà. Vous, à Saint-Julien, dans le projet, il y a aussi ça maintenant. Mais à l'époque, c'était une première. Et je pense que c'est vraiment une bonne démarche. C'est une démarche exemplaire parce que après, ça permet de vérifier les objectifs, ça permet des retours d'expérience, etc., etc.
les affluents, comme ici en Drin, qui a été remis aussi à ciel ouvert. Donc on va plus loin que la rivière elle-même. Les premiers problèmes, c'est ça. C'est que la qualité de l'eau, elle s'est améliorée, mais elle est largement insuffisante. Ça, c'est un problème du bassin versant. On ne pouvait pas le traiter que dans le projet de renaturation en Suisse. Mais la qualité de l'eau, ce n'est pas réglé le problème. Et sans être grand devin, je pense que même avec le tronçon de Saint-Julien renaturé, il ne sera toujours pas réglé. Parce que là, on est vraiment aux limites de la recherche fondamentale. C'est extrêmement compliqué. Ça remet en cause toute notre gestion de l'eau au niveau des cours d'eau, pas seulement en France, pas seulement en Suisse, mais dans tous les pays industrialisés. J'y reviendrai très brièvement en conclusion. Donc, on a encore un cours d'eau avec une charge en phosphore considérable. Vous voyez ici ce foisonnement d'algues. Ça fait des décennies que ça dure et ça va très probablement continuer. On a très très peu d'agriculture biologique en Suisse, à Genève. C'est un record quasiment de faiblesse de l'agriculture biologique en Suisse, le canton de Genève, c'est 7%. Hein, voilà. On a des apports du côté suisse considérables et aussi évidemment du côté français. Donc le bassin versant, il a une grosse charge. Il a une grosse charge encore avec les stations d'épuration, notamment celle de Nédan. Voilà, donc il y a encore une marge de progression qui est considérable. Puis l'autre problème qui n'a probablement pas été assez pris en considération, c'est qu'on est à proximité d'une agglomération de plusieurs centaines de milliers de personnes et de dizaines potentiellement de citadins qui sont ivres de nature. On a pu le découvrir avec le Covid, qu'on n'avait pas prévu non plus d'ailleurs. Mais donc, il y a certains week-ends d'été où on a fait en fait un effet aspirateur par rapport à une clientèle qui recherche des espaces de liberté et de détente. Et puis la conciliation des usages, elle est par moment, pas en hiver, hein, mais par moment, elle est problématique. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé, même après la renaturation de l'air, avec des doléances. L'association Nature et Patrimoine du Val d'Air, par exemple, a déclenché avec l'Association pour la sauvegarde de Confignon et environ, il y a 7 associations qui ont réagi assez fortement contre les nuisances, le bruit, etc. etc. Donc, notamment celle-ci, qui existe depuis fort longtemps, qui est accompagnée. Il y a un tissu social et associatif très très fort hein, sur ce cours d'eau depuis longtemps. Comme je disais, c'est lié aussi à des raisons culturelles. Donc en 2017, ces 7 associations ont fait un cahier des doléances qu'elles ont adressé au Grand Conseil à Genève avec toutes sortes de choses. Je ne vais pas revenir en détail, mais on parle d'incivilité, on parle du cours d'eau victime de son succès, les déchets, la surfréquentation, le stress sur la faune, etc. etc. Gilles Mulhauser en parlera mieux que moi, puisque c'est lui qui a été au front et qui est en train de traiter, a déjà traité ces problèmes. Mais ça, je pense que c'est extrêmement intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé. Alors, si on essaye un bilan global, un gain pour la biodiversité, le paysage et les loisirs, il n'y a aucun doute. Une qualité de projet qui a reçu de nombreux prix, reconnus au niveau international. Par contre, un mécontentement des ONG et d'une partie, presque toutes les communes riveraines avec des revendications. Et puis, un constat, l'état de santé global de la rivière reste insatisfaisant, essentiellement du fait de la qualité et de la quantité d'eau, qui sont les 2 problèmes qui restent devant nous à traiter les vrais enjeux, avec l'étiage, pollution et température. C'est un cours d'eau, il y a des dizaines de pesticides qui sont dans cette rivière, selon les dernières analyses. Mais c'est partout, je veux dire, en moyenne en Suisse, c'est 40 pesticides par cours d'eau, sur toute la Suisse. Donc ce problème, il reste à traiter, comme les micropolluants, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un cours d'eau qui est extrêmement fragile. Ce gain, en fait, qui est considérable en termes de social, comme je viens de le dire, et biodiversité, quand vous allez 10 litres secondes en été, une rivière comme ça, elle ne supporte rien. En fait, vous avez un gars qui vidange sa voiture, qui met un bidon et il y a tout qui crève. On le voit encore, puisque les pollutions ponctuelles, il y en a régulièrement du côté suisse, dans nos petits cours d'eau. Donc c'est des milieux extrêmement fragiles, c'est des milieux très fragiles par rapport à la pression humaine. Donc ce qu'on a pu établir dans le cadre de la renaturation française, hein, du projet de Saint-Julien, c'est qu'en France, la différence, c'est qu'on a une obligation de résultat. Parce que la directive 4 sur l'eau est basée sur le droit anglo-saxon et c'est en fait beaucoup plus sévère, si on veut bien, parce qu'il y a
il y a la méchante Europe qui est derrière avec ses lois et qui oblige quand même, voilà, obligation de résultat. Les lois françaises actuellement sont plus précises et plus sévères que les lois suisses. Ça peut surprendre, mais c'est une réalité. Voilà. En tout cas dans l'eau. Les objectifs biologiques sont déterminants dans votre projet. C'est pour nous évidemment une satisfaction. C'est que c'est un vrai plaisir de travailler dans ces conditions, avec le dynamisme qu'il y a à Saint-Julien actuellement. On est en train de rattraper tout ce retard. Voilà, c'est magnifique. Donc, c'est une démarche en plus qui est exemplaire en termes de concertation. Je ne fais pas partie à la base des enthousiastes de cette démarche, d'autant plus, je le précise. Et en fait, après avoir observé ce qui se passait et vu les résultats, j'ai trouvé que c'était vraiment exemplaire. Et surtout, alors c'est clair que ça me plaît beaucoup, parce que les ambassadeurs sont les ambassadeurs de l'air. Voilà, ils ne sont pas les ambassadeurs du motocross ou de l'association de quad. Donc, on sent cette volonté de faire un environnement de qualité avec beaucoup de biodiversité. Les recommandations, c'est intégrer évidemment les enseignements du projet suisse, anticiper le problème des usages incompatibles. Il y aura des choix à faire. On ne peut pas dire tout est ouvert à tout le monde, c'est pas possible. Voilà, vous avez 22 000 personnes, il y en a des dizaines de milliers à Laval. Vous allez devoir choisir, et ça, je sais que ça peut être douloureux, mais je crois que le processus est bien engagé. Et puis, il y a 2 points. Le réchauffement climatique, on l'a sous-estimé largement. Ce n'était pas à la mode il y a 20 ans, plus de 20 ans. Donc ça, il faut garantir que le fond de l'air soit frais, n'est-ce pas? Donc ça sera à prendre en compte. Et puis travailler inlassablement pour l'eau, et ça, c'est un projet sur les décennies qui viennent dans ce cas-là. Voilà, merci pour votre attention. Merci à la commune de Saint-Julien de m'avoir proposé une intervention. Moi, je suis géographe, plus spécialisée sur la gestion de l'eau en montagne. Donc là, je suis descendue un petit peu, mais ça fait 2 ans que je travaille avec la commune de Saint-Julien sur ce projet de renaturation de l'air. Et le sujet que proposait Isabelle, retour sur l'état de la rivière, sa place dans l'espace urbain, ça m'est possible parce que justement, j'ai 2 ans un petit peu de regard extérieur sur ce projet-là. Donc évidemment, on a étudié ce qui s'était passé côté suisse avant de lancer, avant l'étude de faisabilité qui est en cours, un premier travail de sensibilisation auprès des riverains de Saint-Julien. Plus précisément, ça, ouais. Quand je parle de la rivière, en fait, je ne parle pas uniquement d'un cours d'eau, mais d'un cours d'eau et de ses rives. Donc, un cours d'eau, ça veut dire le flux, la vitesse, des aménagements à l'intérieur même du lit du cours d'eau, des seuils, des protections de berges. Cours d'eau, ça veut dire aussi quand on prend en compte les crues ou les basses eaux, les étiages. Le cours d'eau en tant que ressource en eau, j'en reparlerai après. Quand on parle des rives, on parle aussi de la végétation et de la forêt sur le bord des rives qui s'appelle la ripisylve. Alors je suis désolée, il y a peut-être des gens qui sont très calés et d'autres un petit peu moins. J'ai fait un petit peu pour tout le monde. Et donc on parle aussi du cours d'eau et de ses à côté. Ça forme un habitat. Et dans ces habitats, il y a des habitants. Donc il y a les riverains de Saint-Julien, mais il y a aussi des habitants plus petits, donc la faune aquatique, depuis les macro-invertébrés, tout petits, jusqu'aux poissons. Une petite faune des berges, des amphibiens, et puis ce qui vole, des oiseaux, des chauves-souris, etc. Donc quand on parle de la rivière et de ses rives, on parle du milieu aquatique. Voilà sur quoi je peux porter un regard sur les 2 ans et dans quel état ils sont aujourd'hui sur le tronçon des 2 km de l'air à Saint-Julien. Alors, pour ça, il y a en bas, vous voyez les bureaux d'études qui travaillent actuellement sur l'étude de faisabilité de la renaturation. Donc j'ai, avec leur autorisation, repris leur diagnostic puisqu'ils ont travaillé sur tout ce qui avait déjà été fait, ils ont synthétisé, puis ils ont refait des études en cours, donc c'est des résultats tout neufs. On a eu la présentation du diagnostic la semaine dernière. Vous avez l'hydrogramme, là, les petits rectangles bleus, ça montre les débits mois par mois de la rivière, avec des débits moyens et des débits, les pires débits. Donc en ligne rouge, tout en bas, là, vous avez le débit d'étiage, 10 litres seconde,
C'est ce que vous disiez, enfin c'est ce que vous disait Monsieur Durand juste à l'instant, 10 litres secondes, ça ne supporte pas la moindre pollution. Et puis donc c'est une rivière qui est alimentée uniquement par les pluies, donc c'est pour ça qu'elle suit en fait les précipitations, moins en été, plus en hiver. C'est pas une rivière qui est alimentée ni par la fonte de neige ni par les glaciers, c'est une toute petite rivière. Elle a une particularité naturelle géographiquement, c'est qu'elle s'épand dans ce qui s'appelle la plaine de l'Aire, qui est remplie d'alluvions glaciaires très perméables. Et le petit schéma qui est à droite, j'ai une petite clé là, voilà ça. Ça vous montre qu'à un endroit, la rivière en fait s'infiltre dans sa nappe et qu'elle peut ressortir plus loin à Lully. C'est pour ça que les inondations dont on parlait tout à l'heure avaient lieu à Lully, alors qu'en amont, il peut y avoir des endroits où la rivière connaît ce qu'on appelle des assecs, et c'est naturel. Sauf qu'on va voir que ces assecs ils sont renforcés par certains prélèvements. Donc, normalement, une rivière en bon état, c'est ce qu'on disait avec l'Europe un peu sévère, une rivière en bon état, elle a les capacités de résistance et de régénération aux pressions qui peuvent lui arriver. Il y a des critères qui sont très précis, donc des critères chimiques et des critères écologiques. La rivière, pour sa partie, l'air pour sa partie française, son état chimique est très bon. Ça veut dire que les sels minéraux, tout ça, c'est très bon. C'est pas des mots que j'ai mis moi, c'est vraiment des mots qui sont choisis, et même les couleurs, bleu, jaune, rouge. Par contre, l'état écologique est noté comme médiocre, et lui, il est établi sur 2 critères. Un critère physico-chimique, qui là est mauvais, et on l'a dit, parce qu'il y a trop de nutriments phosphatés. Donc là, c'est en raison d'une station d'épuration qui fonctionne encore pas très bien en amont. C'est prévu qu'elle fonctionne mieux, mais ce n'est pas encore le cas. Et un état biologique qui est médiocre. Alors l'état biologique, ça veut dire tout ce qui contrarie en fait la vie possible dans la rivière. Donc ça peut être la rupture de la continuité écologique, aussi bien en long, donc longitudinal, là à cause de tous les seuils, je vous montre après une photo de tous les seuils, toutes les marches qui forment des ruptures, ou bien transversale. Quand on met des digues, en fait, on gêne le passage de la microfaune latéralement pour traverser la rivière. Donc là, il y en a trop. Ça fait trop d'obstacles infranchissables, trop d'aménagements lourds, et ça fait comme un corset. Cette rivière, elle est vraiment corsetée. On l'a vu tout à l'heure côté suisse, mais côté français, c'est un peu la même chose, et ça n'a pas encore été touché. Donc ça l'empêche, en fait, de zigzaguer, de respirer, et d'avoir par elle-même les capacités à se régénérer. Donc le projet de renaturation, en fait, ça vise à redonner à la rivière sa capacité à gérer par elle-même ses problèmes et à se ressourcer. Ce qu'ils appellent, c'est une façon de lui donner un espace de bon fonctionnement. En écrivant ça, je me disais, tiens, c'est très à la mode Montessori, quoi, lui donner, l'aider à faire toute seule, pour qu'elle s'en sorte. Donc là, j'ai 2 illustrations toujours des bureaux d'études qui travaillent actuellement sur la rivière. Vous reconnaissez le coude de la rivière l'Aire avec... Voilà, son bassin est là-haut. Hop, elle descend comme ça. Et là, elle va sur la Suisse. Ces différentes couleurs, c'est la rivière qui prenait plus de place latéralement, vous voyez, à différentes périodes. Donc aujourd'hui, en jaune, elle est très étroite, alors qu'avant, dans les années 50, en rouge, on voit à peine le rouge, là, elle était déjà bien corsetée, alors qu'avant, si on regarde la partie verte, bleu ciel, bleu plus foncé, donc vers 1754, 1816, 1866, donc avant les gros aménagements dont parlait tout à l'heure Patrick Durand, la rivière avait la place de zigzaguer comme ça, et du coup de se ressourcer sur le plan biologique, et même quand il y avait une crue, de prendre plus d'espace, et du coup d'aller moins vite, d'être ralenti. Donc c'est ça qui est très utile, et c'est ça qu'on va rechercher avec la renaturation. Alors évidemment, maintenant on voit qu'il y a l'urbanisation, on ne peut pas lui redonner toute la place, notamment là, là ou là, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc c'est tout l'enjeu, notamment de la concertation dont on parlait, et des études aussi du flux de la rivière, savoir de quoi exactement elle a besoin, donc son espace de bon fonctionnement. Et les bureaux d'études nous ont parlé même plus précisément d'un espace de bon fonctionnement concerté. Parce qu'il n'y a du coup pas que la rivière, il y a aussi l'homme.
Et l'autre illustration, c'est pour montrer en fait l'état de la bordure. Donc les deux traits de chaque côté, là, c'est la ripisylve, donc la forêt de Rive. En jaune, un état moyen, en vert, un bon état, et en rouge, un mauvais état. Alors, mauvais état, ça peut être à la fois le fait qu'il y ait trop peu de biodiversité, trop de plantes invasives, qui normalement ne devraient pas être là, ou bien des végétaux en mauvais état, en mauvaise santé. Et puis, tous les petits points violets, voilà, ça, c'est les seuils, en fait, les marches qui ont été faites, parce que dans un premier temps, on a fait en sorte que la rivière ne déborde pas, donc on lui a construit des protections de berge, là, pour la contenir dans son canal. Mais du coup, comme on l'a contenue, elle avait tendance à aller plus vite. En allant plus vite, elle râpait son lit, elle érodait son lit. Du coup, ça fragilisait ce qu'on appelle les ouvrages d'art, les ponts, puis même les protections de berge qui étaient construites. Donc il a fallu la ralentir. C'est là qu'on a créé des seuils. Et c'est ces seuils-là, donc là, qui sont des obstacles à la continuité longitudinale. Alors, il y en a qu'on dit franchissables, et puis d'autres qui sont infranchissables. En fait, ça dépend des espèces de poissons. Mais ici, il n'y a plus beaucoup de truites naturelles. Les truites, à la rigueur, elles peuvent sauter quelques dizaines de centimètres, mais il y a d'autres poissons qui sont plutôt au ras de l'eau et qui ne peuvent pas franchir ces obstacles-là. Donc, c'est tout ça que le projet de renaturation vise à en fait améliorer. Il y a des choses qu'on va pouvoir reprendre et puis des choses qu'on ne pourra pas et sur lesquelles il faudra faire avec, accepter, quoi. Et puis il y a aussi toute cette partie donc très urbanisée là, avec un certain niveau de pollution. Et puis il y a un endroit par là où il y a un prélèvement d'eau agricole. Je vais y revenir aussi. Donc voilà deux extraits du diagnostic sur l'état de la rivière qui a été étudié par les bureaux d'études dont je vous parlais tout à l'heure. Et en même temps, donc sur en deuxième sujet, quand on parle de l'état de la rivière, c'est aussi sa place dans la ville. L'état, c'est pas un état dans l'état, mais ça m'a plu de creuser un petit peu qu'est-ce que c'est que cette rivière dans la ville. Donc là, je vous ai présenté plutôt la partie naturelle, mais pour les hommes, qu'est-ce que ça représente ? Donc on l'a vu, c'est un peu exagéré, mais c'est presque encore un égout. Enfin, il y a encore beaucoup de pollution dans la rivière. On a vu qu'il y a celle qui vient de la station d'épuration, mais il y a aussi la rivière qui collecte tout le ruissellement urbain avec n'importe quel bâton de sucette, paquet de cigarettes, tout ça, ça arrive dans la rivière. On a pu travailler pendant ces 2 années avec les lycéens, notamment sur l'inventaire de toutes les pollutions qui arrivent directement dans la rivière. Il y a aussi des soucis par endroits d'assainissement non collectif, pas forcément aux normes, très diffus, mais qu'on va retrouver dans les analyses d'eau de la rivière. Donc je vous rappelle l'état biologique médiocre. C'est aussi une voie de circulation pour les humains, donc avec différentes vitesses, différents véhicules. On voit ceux qui passent en vélo, en trottinette, ou en marchant, ou en poussette. Et les non-humains, donc les animaux, et voies de circulation dans le sens longitudinal, et je vous disais transversal. Et comme on parle à la fois de la rivière cours d'eau et de ses environnements, on a parlé un petit peu là de trams, de corridors. On parle de trams vertes et bleues, et du coup de trams turquoise. Peut-être que ça parle à quelqu'un. C'est aussi une rivière nourricière, et là on parlait de l'agriculture tout à l'heure. Là j'ai mis nourricière dans le sens où il y a effectivement un prélèvement agricole, et ce prélèvement va remplir le lac d'Auny, qui sert à irriguer les champs qu'on a en rive gauche, essentiellement. Et ça, c'est un rôle qu'on ne peut pas nier et qui est très important à prendre en compte dans la renaturation. Et puis, pendant toute cette première année en amont de l'étude de faisabilité, on a entendu beaucoup de personnes, on les a questionnées, puisque peut-être que certains d'entre vous ont vu un spectacle qui a été présenté en juin dernier. On avait donné la parole aux gens, sans que ce soit scientifique, mais purement artistique. Et beaucoup de gens nous ont dit que la rivière, c'était comme un espace de ressourcement, où ils allaient se confier. Donc elle a ce rôle-là aussi, à la fois de détente, mais aussi de reconstruction des humains. Et puis bien sûr, même si c'est juste 2 kilomètres, c'est un rôle paysager indéniable. Donc, l'année dernière, enfin non, pas l'année dernière, pardon, il y a 2 ans, la première fois que j'étais venue sur cette rivière-là, qu'on avait commencé à travailler sur le plan artistique et sur la renaturation, au début, on était parti sur le côté purement naturel. Et puis, en fait, moi, je m'étais dit, mais la renaturation, c'est aussi pouvoir remettre l'homme dans sa place, plus proche de la nature. Voilà.
Et comme la rivière elle-même, donc la rivière en sens milieu aquatique, elle ne peut pas s'exprimer autrement que, éventuellement, s'il y a beaucoup de crues, elle a, on va en parler après, des ambassadeurs. Donc ils vous raconteront comment ils travaillent. Un dernier petit point qui n'est pas sur le sujet du retour, mais plutôt en anticipant sur l'avenir. Patrick Durand le disait, quand on a fait les premiers travaux, là, on n'avait pas forcément le réflexe de se dire « Ah ben ça va, le changement climatique va être très rapide, il faut qu'on prenne ça en compte. » Bon là, maintenant, on ne peut plus du tout le nier, ce que disait Madame la députée. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc on sait quand même qu'il va faire plus chaud, et que même si on a les mêmes quantités de précipitations, ça risque d'être beaucoup plus violent. Donc à l'heure, je veux dire. Donc on peut avoir des orages plus violents, des crues beaucoup plus soudaines. Tout ça, c'est pris en compte dans la deuxième phase de l'étude de renaturation. Mais riverain, il faudra s'habituer à avoir une rivière beaucoup moins paisible, en fait. Beaucoup moins tranquille, avec des périodes moins agréables à regarder. Et en même temps, des longues périodes plus chaudes et plus sèches. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans la renaturation. Et dans le rôle de la rivière, notamment de la rivière qui fournit de l'eau pour l'agriculteur, etc. C'est toute une approche systémique à avoir. Voilà pour faire une présentation un peu sur le retour de cette rivière-là. On verra peut-être encore dans 2 ans après vraiment l'étude de renaturation si on refait un point. Mais en attendant, on aura des riverains plus renaturés grâce à ce genre d'événements qui permettent de mieux connaître la rivière, donc plus connectés à la rivière, plus respectueux, et voilà, plus économes aussi, je mettais dans leurs usages. Donc là, maintenant, je passe la parole aux ambassadeurs qui parlent de la rivière elle-même. Merci beaucoup, Marion. Bonjour. Alors, oui, on a la tâche de se présenter devant vous. Donc là, on est un groupe de 10. On est 3 devant vous, mais on est quasiment au complet dans la salle parce qu'il manque juste 2 d'entre nous. Donc voilà, on va essayer en 10 ou 12 minutes de faire le tour. Donc si j'appuie là, ça fonctionne comme ça, c'est ça? Voilà, super. Donc on a de la chance avec cette rivière de pouvoir faire plein de beaux jeux de mots, comme vous pourrez le voir après. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Marion et Patrick, donc je vais gagner un petit peu de temps ici. Donc effectivement, comme vous l'aurez compris, contrairement en fait à ce qu'on pourrait croire de prime abord, parce que la rivière, elle peut donner un peu bien le change quand on s'y promène, c'est en fait très agréable, c'est un peu un poumon vert à Saint-Julien et on est content de s'y promener. Mais comme vous avez vu avec la présentation qui vous a été faite, et ben en fait, on constate effectivement que c'est une rivière malade et que du coup, nous, une découverte qu'on a faite, c'est que ce tracé rectiligne, effectivement, n'est pas naturel, c'est lié à la canalisation. Et vous avez compris que ça engendrait plein de soucis. Et donc, on comprend que pendant tout un temps, les humains ont voulu canaliser les cours d'eau. En fait, on se rendait service à nous, mais on desservait la nature. Donc là, l'enjeu avec ce projet, c'est un petit peu de rééquilibrer les choses pour que ce soit un petit peu mieux pour chacun. Donc là, ça, on l'a déjà beaucoup dit, donc je vais gagner du temps. Donc voilà. Donc effectivement, la rivière, on y est attaché et il faut en prendre soin. Et c'est ce qui a fait qu'on a constitué ce groupe et qu'on est là. C'est toi. C'est bon. On n'est pas professionnel. Bon. On n'est pas professionnel. Alors là, on refait une carte. Je ne sais pas si c'est très important. Ce qu'on voit en grisé, c'est en fait l'espace qu'a pu prendre la rivière pendant toute sa vie connue, les cadastres, sous les cadastres. Donc on voit que c'est vraiment un espace qui est beaucoup plus grand, qui est actuellement occupé par des commerces. Toute cette partie-là, elle est commerçante. Et pourtant, c'est en zone inondable. Et il faudra que le projet s'occupe de ça. Ça, c'est la sortie sud. Donc, les commerces, le pont de Terry. Et là, on retrouve une plaine qui peut-être permettra de redonner un peu de vie à la rivière, de créer des méandres, de travailler son cours.
La partie de la rive gauche, actuellement, c'est des terrains agricoles qui, a priori, ne vont pas être touchés. Et on continue avec ici le stade de la Paguette et le raccord avec la partie suisse. Donc, une fois que ce projet sera réalisé, on aura une continuité de l'Aire renaturée jusqu'en Suisse, puisque l'Aire débute ici, au confluent du Ternier et du Nant de la Folle. Donc oui, donc vous l'avez compris, nous on est donc les ambassadeurs de l'Aire et notre implication en fait dans le projet qui a été initié par la communauté de communes et Saint-Julien-en-Genevois, c'était donc de remettre un peu, qu'on soit un peu vigilant et qu'on nous suive de manière hors institution, on va dire, ce projet pour que, et le but c'était que ça soit la rivière en fait et la renaturation qui soit le but en fait, c'est ça. Donc en fait, premier objectif du projet de la renaturation de l'Aire, c'est fonction naturelle écologique, comme on vous l'a... voilà. Donc en gros, ces 3 critères, c'est les poissons, les inondations et tout ce qui est chimique, tout ce qui est organique. Là-dessus, nous, on va veiller, et puis c'est aussi le projet global, de prendre en compte tout ce qui est autour, on va dire, parce qu'il y a plein de vie dans ce cours d'eau, et il y en aura encore plus, on l'espère. Après, il y a par contre réaliser des aménagements pour la population, parce que ça, on ne veut pas en faire un sanctuaire où il y a interdiction de circuler. Donc il faut quand même aussi l'offrir, ces espaces-là, pour que les citoyens le reprennent. Et donc le but, à la fin de ce projet, ça serait qu'il y ait tout qui arrive à peu près à être cohérent, à s'assembler, et qu'il y ait une rivière qui retrouve ses fonctions, et que la rivière et nous, on soit contents en fait. Et donc... Alors, au départ du projet, donc, on trouve la coopération franco-suisse qui aboutit à Saint-Julien-en-Genevois, auquel la communauté de communes est partie prenante parce que c'est elle qui a la compétence pour tout ce qui est renaturation, la compétence de l'eau. Et on est soutenu par l'agence de l'eau, qui est le soutien financier et qui se trouve très intéressé par l'aspect participatif de ce projet ici à Saint-Julien. Alors, à l'initiative principalement de la mairie qui a la compétence pour la concertation, il y a eu d'abord des événements. C'était en 2021, un cinéma en plein air, des balades au bord de l'Aire qui étaient aussi bien scientifiques que ludiques ou pédagogiques, et une création résidence pour recueillir l'expression des citoyens, leurs demandes, leurs histoires, leurs usages et leurs histoires. Et ils en ont fait une pièce de théâtre qui a été présentée en juin 2021. À la suite de tous ces événements, il a été permis à certains citoyens, une dizaine, de s'inscrire dans le groupe des ambassadeurs de l'Aire. Oh, pardon. Oui, donc là, effectivement, vous voyez le groupe des 10 qu'on est. C'est notre petit trombinoscope. Rien de spécial à dire. Et oui, donc en fait, on est 10 volontaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette démarche participative initiée par la mairie, c'est que vraiment, on nous a donné du temps pour se former et de la considération. Donc, je veux dire, c'est vraiment une participation... on sent qu'il y a aussi de l'engagement de la part de la mairie. Et puis, on a suivi au début, c'était sur 2 week-ends. Le temps de 2 week-ends, on a été formés aux enjeux de l'eau et puis sur le bon fonctionnement d'une rivière. Donc, on avait vraiment de la matière. Et je vous expliquerai après, mais on a continué après à se former de manière continue.
on s'est réunis, on a rédigé une charte constitutive pour effectivement parler de notre raison d'être. Et puis au début, ce qui a été touchant quand on s'est tous réunis, on ne se connaissait pas complètement forcément, mais on était tous d'accord pour dire qu'on était au service du vivant. Et ça, c'était très fort, c'est quelque chose qui nous liait. Donc voilà, cette charte constitutive définissait notre raison d'être et puis la manière dont on allait fonctionner. On était totalement libre de s'organiser. Et puis au début, on se réunissait très souvent, notamment quand on a participé à la rédaction du cahier des charges. Et donc, du coup, on est en lien, comme vous l'avez compris, avec les agents et les techniciens de la mairie, de la communauté de communes, qui sont les porteurs du projet, les élus de la mairie, le bureau d'études. Et donc, l'idée, c'est effectivement une co-construction du projet. C'est effectivement que les uns et les autres, on puisse co-construire le projet avec ce qu'on peut apporter et comprendre les uns des autres et des différents intérêts. Donc voilà, là c'est un petit graphique pour voir effectivement avec qui on est en contact. Et puis les flèches vont dans un sens, mais considérez que c'est des allers et retours. Donc là vous reconnaissez la mairie, la CCG, le bureau d'études, l'agence de l'eau. Et effectivement aussi les riverains et les usagers, parce qu'on est en fait au contact de la population, parce qu'on habite Saint-Julien, on peut parler du projet. Il y a de nombreux projets aussi dans lesquels des événements par la commune, qui sont organisés par la commune, on est présent, on peut expliquer un petit peu le projet. Et puis comme vous l'avez vu tout à l'heure, effectivement, les Suisses, ils sont en train de terminer leur renaturation, et du coup on est intégrés, on participe à un projet qui s'appelle le Vallon de l'air, et maintenant qu'ils ont plein de soucis, comme vous venez de le voir, et nous c'est intéressant parce qu'on va pouvoir bénéficier en fait de leur retour d'expérience-là, et puis effectivement là où ils se sont sans doute un peu brûlés les ailes, peut-être qu'on pourra essayer de... voilà, donc ça va être intéressant. Et les acteurs de la renaturation, on a été avec la communauté de communes, on a été voir en Isère un projet de renaturation. Donc ça pour vous dire que ces ambassadeurs de l'air, on est pris au sérieux et on va dans des cadres très intéressants se former pour alimenter notre réflexion. Donc du coup, voilà pourquoi on s'est engagé. Donc c'était s'engager pour un projet environnemental local et concret. Étant habitant, on était intéressé. Pour apprendre et comprendre les enjeux du projet. Pour ça, c'est un peu une redite du coup. Les objectifs, c'est de servir porte-parole de la rivière et de remettre du coup le vivant et le bon état écologique dans le lien. Le lien aussi à l'écoute avec en lien et puis avec tous les acteurs. Et comment, comme Élise l'a expliqué, il y a eu des co-rédactions de cahiers des charges. On participe aux événements de la commune par des stands pour faire des échanges avec les personnes. Et on a deux moyens, en fait, si vous voulez nous contacter ou nous envoyer des questions. Il y a une page Facebook où vous pouvez nous suivre, où on marque l'actualité. Et il y a un mail dédié qui est géré par nous, du coup, et où vous pouvez envoyer toute question ou remarque si vous en avez. Alors, tout ça, jusqu'à présent, donc depuis les premières balades au bord de l'air et tout ça, a commencé une étude de faisabilité par le bureau Ecotech, dont nous avons le directeur dans la salle qui nous a fait l'introduction. Et cette étude est en cours, elle avance. Actuellement, il y a la première phase qui était une phase de diagnostic, c'est achevé. Mais avant son achèvement, il y a eu une réunion publique le 3 novembre, un atelier public où il y avait des grands plans qui ont permis à la population de se rendre compte de l'ampleur du projet, des espaces qui étaient concernés et de poser des post-it en disant « là, moi, j'aimerais pouvoir faire mon sport, là, j'aimerais une promenade, une piste de vélo ». Voilà. C'était une grande réunion publique qui a été très bien fréquentée, auquel les ambassadeurs nous avons participé, en tant qu'animateurs plutôt. Et à la suite de ça, a été
formé un deuxième groupe de concertation de 25 personnes. Dans ces 25 personnes, il y avait 3 membres du bureau d'études, 3 élus, 3 ambassadeurs et normalement tous les acteurs et riverains concernés par le projet. Il y avait les commerçants, pour la zone commerçante du début du parcours. Et donc, il y avait les associations sportives, toutes les associations concernées, les riverains aussi, et les habitants riverains étaient conviés. Pardon ? Les agriculteurs. Et les agriculteurs, merci Madame la maire. Très important. Et ils ont participé très activement, je dois dire. Et ça a été jusqu'à maintenant, c'est pas terminé, mais les 3 réunions que nous avons eues de concertation étaient très riches en discussion et en compréhension mutuelle, je dirais. Maintenant, nous passons à la phase des scénarios, l'élaboration des scénarios. Elle débute tout juste et il y a pour l'instant eu une réunion de travail le 30 janvier entre les élus, le groupe de travail et les ambassadeurs, où nous avons commencé à esquisser des scénarios. Il y en aura 3 normalement, qui seront présentés au final au public. Et ils vont être, avant cela, le 22 février, présentés au groupe des 25 de concertation. Et là, on va terminer juste en 1 minute. Non, là, donc c'est des photos qui vous montrent où on a été présent à différents moments sur la dernière année et demie, par des événements organisés par la commune. Et puis, donc voilà, l'idée, c'était de vous dire, n'hésitez pas à venir se rapprocher de nous pour discuter du projet. C'est vrai que c'est un projet d'intelligence collective et plus on est nombreux à y participer, plus ce sera juste et les décisions prises seront pertinentes. Et je terminerai quand même par la petite phrase qu'on a mis là, avec un diagnostic partagé, enfin je ne vais pas le paraphraser, mais de se dire qu'effectivement, plus on s'implique dans un projet, on en comprend les enjeux et la complexité, même si à la fin, parce qu'il y aura forcément peut-être des frustrations, enfin ça ne pourra pas être idéal pour tout le monde, mais au moins que la décision prise soit comprise et donc respectée. Pour un peu reprendre ce que disait Marion tout à l'heure, j'espère qu'au final, on arrivera à ce que le projet soit compris des habitants, parce que je pense que quand on comprend les choses, du coup, on les vit mieux par rapport à l'idée qu'on s'en était faite avant. Merci pour votre attention. Je crois qu'on était un peu trop long. Un grand merci aux ambassadeurs de l'air. Donc, comme vous l'avez bien compris, c'est un projet qui s'écrit avec la Suisse, avec les ambassadeurs et des nombreux partenaires, comme ça a été pleinement présenté. C'est maintenant le moment de donner la parole au public. J'imagine que vous avez des questions à poser à nos experts et à nos citoyens. Oui, salut. Oui. Donc, Emmanuel Guillan, je suis agriculteur à Saint-Julien. Je voulais juste faire une remarque sur le premier discours, la première intervention de M. Durand, sur un petit peu l'aspect moqueur qui était porté sur mes collègues agriculteurs genevois. Voilà, je voulais juste un peu pondérer le discours et pour les revaloriser un peu, pour leur dire que l'agriculture genevoise produit quand même des produits de qualité, des produits sains et de proximité pour le consommateur genevois. Donc ça m'a un peu fait mal aux oreilles ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les petites moqueries de l'agriculture locale. Voilà, c'est tout. Je me permettrais juste une remarque, c'est que la moquerie, elle repose sur des éléments factuels. Je veux dire, il y a 7,3% d'agriculteurs en biodiversité à Genève. Ils ont mis 20 ans au niveau de la vigne à se mettre au bio, 30 ans. Alors que dans le canton des Grisons, il y en a 65%. Et puis Genève est en avant-dernière ou 3e avant la fin position au niveau des cantons suisses.
Voilà, c'est tout. Après, la qualité, j'en consomme moi-même. Donc, voilà, c'est clair. On tient beaucoup à Agri-Genève, à toute notre production locale et tout ça. Ça n'empêche pas. C'est juste que dans les faits, il y a quand même un problème qui s'explique par des raisons techniques, culturelles, etc., etc. Là, en Suisse allemande, les gens sont beaucoup plus sensibles au bio depuis beaucoup plus longtemps, au niveau des consommateurs aussi, et puis en Suisse romande un peu moins. Voilà. Françoise Sommers, donc je suis habitante de Théry. Moi, je suis très intéressée par la vie faunique de la rivière. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les espèces existantes actuellement. Et vous avez parlé de castors, vous avez parlé de truites. Quel est le projet en accord avec le tronçon suisse où il semblerait qu'ils aient déjà été réintroduits, si j'ai bien compris? Alors le castor, je ne sais pas s'il a été réintroduit. Je ne sais pas. Par contre, je crois que la version officielle, c'est qu'il est venu tout seul, ce qui est possible parce qu'il se déplace quand même, puis il y en a dans d'autres cours d'eau, voilà, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a sa place. Le castor, il est dans des cours d'eau de la même taille que l'air, donc ce n'est pas un objectif irréaliste. En plus, c'est un animal emblématique, sympathique, qu'on peut observer, on peut communiquer, faire de la pédagogie. Donc, c'est vraiment une de ces espèces intéressantes. Alors, je ne sais pas s'il est encore présent. En tout cas, il a fait une incursion sur le tronçon renaturé suisse. Je pense qu'il sera présent à terme, réintroduit ou pas. Ça, c'est un autre débat. Moi, je suis plutôt pour la réintroduction. Mais voilà. Après, il y a plein d'autres espèces. Il y a du martin-pêcheur. Il y a eu un gain au niveau des oiseaux lié à l'eau qui est extrêmement important. Donc il y a des dizaines d'oiseaux. Hein. Quand je parlais de gains en biodiversité terrestre, en fait, il y a par exemple une espèce qui a beaucoup bénéficié de la renaturation du tronçon suisse, c'est le lièvre. Voilà, renaturation des cours d'eau, ça a permis dans le tronçon suisse la recolonisation de la plaine de l'air agricole que vous avez vu, qui est très intensive. Et cette espèce, grâce aux corridors biologiques qui ont été reconstitués, en fait, cette espèce, elle a pu recoloniser cette plaine qui est en bordure de zones urbaines, hein, avec des densités qui sont même assez exceptionnelles au niveau suisse. Et puis après, il y a toute espèce d'oiseaux terrestres, hein, des passereaux, pigrièges, des espèces comme ça. Donc c'est en dizaines d'espèces le gain. Et la rivière, elle réagit très très vite. Sur le tronçon de Saint-Julien, sitôt l'année qui suit les travaux, il y aura des dizaines d'espèces qui vont être favorisées. Par contre, il faut faire beaucoup de milieux différents. Il faut faire des zones humides latérales. Il ne faut pas travailler que sur la rivière. Il faut essayer de travailler aussi autour de la rivière. Voilà. Mais la liste des espèces, je pense qu'elle est disponible sur le site internet de la renaturation de l'air. Oui, je voulais dire pour la partie française, avec l'étude en cours et tous les relevés écologiques, ce sera disponible si ça ne l'est pas déjà. Et dans les ambassadeurs, il y a des pointures en écologie. Donc, moi, j'ai retenu, entre autres, qu'il y avait 11 espèces de chauves-souris sur le tronçon Air Française. Mais si tu veux compléter. Alors, le saumon ne remonte pas encore dans l'air, je vous confirme. Mais la truite, le statut, ça fait partie de ce diagnostic très médiocre sur l'eau, hein, il ne faut pas se le cacher. La truite, c'est un objectif ambitieux qu'on a laissé dans les deux cas, sur Suisse et sur France. Il y a des truites dans l'air, mais c'est des truites de repeuplement. Dans la tête de bassin, on a de la reproduction de truites en France, dans les affluents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très précieux qui devrait permettre une recolonisation à l'aval. Puis sur le tronçon de Saint-Julien et sur le tronçon suisse, il y a du repeuplement surdensitaire en truites d'élevage qui sont déversées le vendredi pour être pêchées le samedi, à peu de choses près. Et puis moi, je ne vous conseille pas de manger celles qui survivent, qui sont présentes sur ces tronçons. En tout cas, personnellement, je n'en mangerai pas. Mais voilà, par contre, vous avez beaucoup d'autres espèces de cyprinidés, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais une certaine diversité. Il y a du verron, il y a de la loche franche, il y a beaucoup de chevennes, énormément. C'est les gros poissons que vous voyez qui partent devant vous, ce n'est pas des truites, c'est des chevennes. Alors, il y a une dizaine d'espèces, je pense, en tout. Hein. Voilà, les principales, je viens de les citer. Mais même dans le canal de l'air pollué, il y avait encore des loches. Il y avait une loche au mètre carré. Donc la loche franche, c'est une espèce qui tolère très très bien la pollution. Et dans les pêches électriques qu'on a fait il y a 30 ans, hein, on avait encore du poisson dans l'air qui survivait, même dans l'air canalisé. Il restait dans les fosses. Paradoxalement,
je pense que le poisson, dans les années qui viennent, il va presque plus souffrir, parce que là, on va atteindre des températures. Il y a vraiment un risque. On est déjà à 24 degrés en été avec des pointes. Et puis là, si on monte beaucoup plus que 25, ça va devenir très critique pour la plupart des espèces, en fait. C'est pour ça que dans l'idée, dans le tronçon de Saint-Julien, on va essayer vraiment de végétaliser beaucoup, d'avoir un lit mineur qui concentre l'eau, donc d'avoir une écomorphologie qui est vraiment, qui permet de minimiser les impacts du réchauffement climatique. Il n'y a pas que le poisson, hein, il y a toute la biodiversité, les insectes aquatiques, tout ça qui est aussi à préserver. Oui, bonjour, Pierre Cusin. Donc, je suis maire adjoint de la commune d'Andilly. Donc, on est tout au sommet du bassin versant de l'Aire. Donc, on n'est pas dans la CCG, on est dans le pays de Cruseille. Mais bon, d'abord, je voudrais féliciter la commune dans sa démarche, surtout la partie participative de la démarche. Et puis, j'ai une question maintenant. L'Aire, vous avez parlé donc de la confluence entre le Nantes-Ternier et le Nantes-Gaffolles. Est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose pour la partie amont, sachant qu'on le sait tous, nos ruisseaux, nos nants, jusqu'à une date assez récente, c'était des déversoirs, c'était des décharges. Il y a quand même encore un certain nombre de détritus qu'on peut voir à l'œil nu, puis aussi des microplastiques. Donc, est-ce que la CCG a prévu de faire une étude et ensuite un programme d'action pour la partie amont de l'Aire? Alors, effectivement, on ne peut pas imaginer renaturer l'air sans penser à l'amont, hein, puisque les pollutions, comme on le sait tous, arrivent de l'amont pour descendre vers l'aval. Donc, effectivement, le projet de renaturation a permis la création d'un groupe de travail pour traiter l'amont de l'air. C'est un groupe de travail qui se situe au niveau de la communauté de communes du Genevois, donc qui est porteur du projet de renaturation, donc en parallèle avec la municipalité de Saint-Julien qui, elle, traitera les aménagements des bords de l'air. Mais en effet, le groupe de travail est déjà en action et réfléchit déjà et répertorie toutes les problématiques qu'il y a en amont. Il en ressort la station d'épuration de Nédan, qui n'est plus dimensionnée par rapport à cette démographie croissante, ou des projets justement concernant la station d'épuration, de remise aux normes, est en cours. Et aussi les pollutions qui sont identifiées. Alors là, c'est pareil, il faut des moyens humains pour aller sur le terrain. C'est en cours et on y travaille. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Peut-être Pierre-Jean, président de la communauté de communes du Genevois. Alors, on a beaucoup parlé de la station d'épuration, mais les pollutions qui sont identifiées en aval de la station, certaines existent déjà en amont, notamment par le bassin versant. Donc, il y a le préfet qui a pris un arrêté nitrate pour encadrer certaines pratiques agricoles. Et puis, on a un sujet avec l'assainissement individuel. Une personne en a parlé, avec des assainissements autonomes qu'il faut contrôler davantage. Donc ça, c'est des choses qui sont engagées. Il y avait un problème, notamment entre 2018 et 2020, sur l'optimisation du fonctionnement de la station. Ça va beaucoup mieux en 2022. Et puis, c'est des dysfonctionnements qui sont que sur certaines périodes, notamment en période de sécheresse où il n'y a pas assez d'eau pour diluer. Sur d'autres périodes, il n'y a pas de difficulté. Pour répondre à ta question, Pierre, le travail sur l'air, on doit effectivement mener des diagnostics beaucoup plus exhaustifs sur l'ensemble des bassins versants et des rivières, parce que si on y travaille aujourd'hui, c'est parce que nos prédécesseurs avaient déjà engagé des démarches, et puis on doit travailler pour nos successeurs. Donc on a un programme d'investigation qui doit être engagé. Puisque j'ai le micro, là je profite, merci, pour expliquer aussi pourquoi il y a eu un décalage entre la démarche genevoise et la démarche française. Il y a 20 ans, là où le projet est envisagé, il était prévu de faire une route de contournement de Saint-Julien. Ouais, il y avait une route de contournement qui menait depuis l'Intermarché et qui remontait jusqu'à Perly. Donc les prédécesseurs de Véronique, la municipalité de Jean-Michel Thénard, a supprimé ce projet et puis a travaillé aussi pour l'acquisition de ce grand terrain qui était privé. Et puis pour que cette plaine de l'air soit préservée, le compromis, ça a été de construire davantage sur le dessus, puisque des projets prévoyaient de construire en bas dans la plaine de l'air. Donc si aujourd'hui, il y a un travail qui est efficace et partagé et qui suscite beaucoup d'enthousiasme, et je m'en réjouis et je remercie pour les ambassadeurs de l'air et les équipes qui travaillent là-dessus, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de renoncements à ce projet routier
et à cibler la construction donc derrière le lycée sur le quartier qui est quasiment construit. Ça, c'est un point important. Et puis, je voulais remercier aussi les ambassadeurs de l'air, notamment les propos qui consistent à comprendre que l'aménagement en ville est la résultante de toujours d'un conflit d'intérêts. Sur la plaine de l'air, effectivement, si on donne trop de place à certains usages, eh bien d'autres, comme le sport, l'activité récréative, etc., ne trouvera pas sa place. Et inversement, si on donne trop d'espace au sport, eh bien, les enjeux environnementaux, on ne pourra pas y répondre. Et c'est vraiment une spécificité du projet par rapport à la partie suisse, puisque cet espace est sous la ville. Et pour garantir une qualité de vie en ville, il faut garantir des espaces de vie et puis pour se balader. Ce qui est un peu différent sur la partie suisse, puisqu'on est au bout du canton, en pleine campagne. Antonio Gers disait que c'était un espace pour que les urbains puissent remonter la plaine de l'air pour venir sur la... Et d'ailleurs, il y a des conflits d'intérêts sur le diagnostic associatif côté suisse qui le montre. Et donc, c'est une spécificité de peut-être d'avoir un peu plus de récréatif par rapport à la partie suisse, puisqu'une ville de 15 peut-être 20 000 habitants dans quelques années, est juste au-dessus. Et donc, il faut lui apporter ce compromis. Bonjour, je suis Madame Baton-Maréchal, adjointe à Contamine-Sarzin, donc une petite commune à côté de Frangy. Et nous avons la rivière des Us, donc nous participons beaucoup aux ateliers avec le Cyrus, qui a fait un gros travail sur cette rivière. Nous venons de signer le contrat de milieu, voilà, et nous avons beaucoup de plantes invasives, et notamment cette fameuse renouée du Japon. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez ce problème sur votre rivière, et quels sont vos moyens pour lutter contre ce fléau. Merci. Certains pieds de renouée du Japon qui ont été identifiés, pas beaucoup par rapport à d'autres plantes, espèces exotiques envahissantes. C'est pas la renouée qui est la plus présente, mais on sait qu'elle va très très vite. Et donc évidemment, pendant les travaux de renaturation, ça sera traité vraiment avec des pincettes. Il faut faire très attention aux racines, il faut broyer, etc. Donc ce sera pris en compte, oui, pour éviter la dissémination de cette espèce-là. Oui, Michel Durand, habitant à Saint-Julien depuis plus de 40 ans et, disons, riverain de l'air. Dans votre exposé, vous déplorez, disons, les seuils qui barrent, disons, la rivière à certains endroits. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce qu'il me semblait que ces seuils, d'une part, permettent d'entendre l'eau qui s'écoule, d'autre part, de retenir une partie de cette eau qui peut ainsi s'infiltrer dans le sol. Donc, je vous demande pourquoi vous voulez supprimer ces seuils, d'autant plus que les poissons, c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas nombreux. Et à part les seuils, disons, la chute au niveau du pont de la Côte-Mulet et la chute, disons, de la réserve, qui barre la rivière au niveau du captage de l'eau pour le lac d'Auny, j'en vois pas beaucoup qui peuvent être nuisibles, disons, au cours de l'eau. Alors, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure l'ambassadrice. On ne voit pas beaucoup ce qui peut être nuisible. Et en fait, les seuils, oui, ils ont un rôle sur la vitesse d'écoulement. Donc là, ils sont très utiles. En amont, effectivement, l'eau peut être retenue, ralentie, mais du coup, elle s'infiltre. Bon, elle s'infiltre dans sa nappe d'accompagnement, c'est très bien. Les petites cascades, ça fait de l'oxygénation, ça peut être bien pour les poissons, effectivement. Mais, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de poissons pour qui c'est un obstacle, en fait, qui ne peuvent pas remonter. Et si ces poissons sont entraînés en cas de crue, mais ils ne peuvent pas remonter. Du coup, c'est une perte de biodiversité. Et ça, ce critère de rupture de la continuité écologique longitudinale, il est vraiment très important dans la qualité, le bon état de la rivière qu'on recherche. Alors, bien sûr que ce sont aussi des seuils, ils ont un intérêt patrimonial parce qu'ils sont très anciens, il y en a même qui sont assez esthétiques. Et on ne peut pas tous non plus les enlever parce que si on les enlève, ça va aussi déstabiliser un équilibre qui s'est fait sur le profil de la rivière. Donc on ne peut pas forcément tous les enlever. La recherche du travail de renaturation, ça va être de les rendre franchissables, à la fois aux poissons pour qu'ils remontent
et aux sédiments qui descendent, parce que sinon, si la rivière n'a plus assez de sédiments, elle a faim, elle creuse son lit, mais il faut le laisser passer. Et ceux qu'on ne peut pas rendre franchissables vraiment, on les enlèvera. Ceux qu'on ne peut pas enlever, ils vont rester. Mais on va aller vers le mieux en essayant de concilier les avantages et les inconvénients. Plus précisément sur celui du pompage d'Auny, c'est un point particulier parce qu'en fait, ce seuil, il est là pour maintenir un niveau d'eau qui est nécessaire au pompage. Donc on ne peut pas l'enlever comme ça. Il va falloir trouver la solution technique pour que le pompage puisse perdurer. C'est un problème assez complexe, mais qui est vraiment pris en considération dans l'étude de faisabilité de la renaturation. Oui, alors, bonjour à tous, Jim Lauser, directeur général de l'Office cantonal de l'eau à Genève. Moi, j'ai une question philosophique aux ambassadeurs. Ça fait 40 ans que j'essaie de défendre la nature dans mon métier en tant que biologiste, mais je n'ai jamais encore suivi de formation qui me permette de parler au nom de la rivière. Vous avez trouvé un lieu où on peut se former pour parler au nom de la rivière ? Ça m'intéresse si jamais. Eh bien, en fait, ici présente, Marion nous a fait cette formation. C'est offert par la mairie, de 2 jours complets. Et après, effectivement, on a encore eu des contacts réguliers. Nous avons eu des contacts avec le chef de projet de la renaturation de l'air chez Ecotech, qui nous a appris beaucoup de choses. On a fait nos propres recherches quand il fallait. On a été voir d'autres acteurs qui nous ont expliqué d'autres choses. Je crois que c'est un long processus. On n'est pas des experts encore. Hein. Oui, si. En fait, oui. Alors, on n'a pas du tout nous de bagage scientifique. On n'est pas biologiste. On est quoi ? Au nom de la rivière, effectivement, ambassadeur de la rivière. Pourquoi ? C'était aussi pour parce que dans ce projet-là, la vigilance quand même, c'est le bon état écologique de la rivière. Les aménagements sont importants, mais et nous, on doit veiller à ça en fait. C'est vraiment s'orienter vers la rivière. Effectivement, la rivière ne nous a pas dit, on n'a pas fait de formation, on est au niveau 0. Mais aussi, je pense que l'intérêt de cette démarche qui a été entreprise, c'est de mettre des personnes lambda. Moi, je suis tourneur à la base, donc la rivière, je ne connais pas, je ne suis même pas pêcheur, rien. Mais c'est surtout du coup de pouvoir avoir affaire à des professionnels où c'est leur métier, soit dans la gestion de l'eau, soit dans les renaturations, soit dans la loi de comment il faut faire, comment, et puis c'est quoi les contraintes. Et c'est d'avoir notre œil, en fait, qui arrive là-dedans. Et on est plus là pour demander « et pourquoi ?» Et pourquoi vous voulez faire ça ? Et pourquoi on ne peut pas faire autrement ? Et du coup, c'est un peu on va dire un travail de vulgarisation, parce que le but était effectivement, nous, on a un rôle de faire comprendre le message, mais on n'est pas des VRP, entre guillemets, du projet. On n'a pas d'intérêt sur « il faut que ça se fasse », etc. Si le projet n'est pas bon, il ne faut pas qu'il se fasse. Mais donc, c'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment d'arriver... que si nous, on arrive à comprendre en fait, les enjeux et pourquoi il faut faire ça et ça, eh ben, c'est plus facile d'après d'aller expliquer et de défendre le projet. Et je pense que c'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est vraiment de mettre des petits électrons libres dans des structures qui sont quand même bien établies. Et donc au début, ça tourne un peu dans tous les sens et ça chahute un peu, on va dire. Et ça a permis quand même de faire des progrès dans des contextes annexes, notamment le réfléchir effectivement à l'amont, parce que quand on est arrivé, on nous a dit votre périmètre c'est 2 km. On a dit oui, mais 2 km, c'est le périmètre des travaux, mais il y a tout ce qui se passe au-dessus. Il faut bien le prendre en compte, faut bien. Donc voilà. Donc c'était plus ça le but du jeu. Je reviens juste sur deux points. Donc ce que disait Romain, oui, mon rôle c'est d'être entre le bureau d'études qui fait l'étude de faisabilité, les ambassadeurs et puis la collectivité. Et quand j'ai interrogé le bureau d'études pour savoir est-ce qu'il y avait une plus-value pour eux d'avoir ces ambassadeurs-là, en fait, ils n'ont pas forcément apporté des choses, mais par leurs questions, ils les ont
obligés à formuler les choses différemment. Et du coup, ça bénéficie à tous les citoyens, d'une part. Et puis juste sur la question philosophique que j'aime bien, moi je pense que dans ce projet, ce qui est beau aussi, c'est de faire mieux connaître la rivière. Et du coup, mieux on la connaît, mieux on l'aime. Et on devient plus humble par rapport à elle. Et c'est peut-être avec cette humilité-là qu'on peut l'entendre, quoi, même si elle ne s'exprime pas difficilement. Un grand bravo et merci à nos intervenants. C'était Patrick Durand, directeur d'Ecotech Environnement, Marion Douarche, directrice de Siméo, et Élise, Marc et Romain, nos ambassadeurs de l'air. Je crois qu'on peut les applaudir, les remercier. Ils restent à votre écoute dans le village de la Tech. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les retrouver.